À l'Assemblée législative, qui a siégé à partir d'octobre 1791, il n'y avait que 136 députés extrémistes qui pensaient qu'il fallait poursuivre la Révolution contre 609 modérés ou réformistes. Mais ces 136 n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires. Toutefois, les nouvelles élections doivent être au suffrage universel et non plus au suffrage censitaire. Et si elles étaient libres, ces extrémistes seraient balayés à coup sûr. Comment vont-ils pouvoir l'éviter ? Les révolutionnaires vont employer la méthode qui leur a réussi jusqu'ici, c'est-à-dire la terreur. Et à l'époque, c'est Marat qui dénonce les traîtres. Mais il ne suffit pas de les dénoncer. Et c'est ainsi que du 2 au 5 septembre 1792, des équipes d'égorgeurs pénètrent dans les prisons et massacrent tous ceux qui s'y trouvent. Ces égorgeurs ne sont pas de simples citoyens en colère, ce sont des professionnels, tels que ceux qui avaient été libérés de la prison de Bicêtre en 1789, et qui sont payés. On conserve d'ailleurs les registres dans lesquels ces paiements sont répertoriés. Il y eut ainsi à Paris entre 1100 et 1500 victimes de ces massacres, notamment les prêtres enfermés au séminaire des Carmes, car on est à l'ère de la liberté, donc les séminaires et les monastères sont transformés en prison, quoi de plus naturel. Ces massacres ne sont pas perpétrés n'importe quand, c'est la période de la campagne électorale. Et le résultat, c'est que très peu d'électeurs osèrent voter, d'autant plus qu'on vote non pas à bulletin secret, mais à registre ouvert sous le regard vigilant d'un sans-culotte aviné. Il faut donc faire attention à ce qu'on vote. Le mieux, c'est de ne pas le faire. En effet, seuls 10% des électeurs environ votent pendant la Révolution, quelquefois 30% dans les campagnes, mais c'est un maximum. Et c'est à ces conditions que la Convention nationale est élue en septembre 1792. Et elle siège à partir du 21 septembre, toujours dans le manège des Tuileries. La campagne électorale que je viens de décrire a été efficace. Les députés les plus nombreux sont les plus à gauche, ce sont les montagnards. Il y en a 200, ils sont sous la conduite de Robespierre. Il y a aussi 160 Girondins qui comprennent les Brissotins, et enfin 389 députés qui représentent la Plaine ou le Marais. Et le jour de sa première séance, le 21 septembre 1792, cette assemblée proclame la République. C'est le lendemain même de la bataille de Valmy. En réalité, la nouvelle de cette bataille n'est pas encore parvenue à Paris. C'est donc une coïncidence. Il faut noter que la plupart des députés girondins sont des provinciaux, tandis que les montagnards, pour l'essentiel des Jacobins, sont des Parisiens. On a proclamé la République, c'est magnifique, mais alors que va-t-on faire du roi? Celui-ci est toujours détenu avec sa famille dans l'enclos du Temple. Et la Convention va décider de le juger pour trahison. Il va falloir pour cela beaucoup de mensonges. Il va falloir notamment prétendre que lors de la fuite à Varennes, le roi se rendait non pas dans les places fortes de l'Est, auprès de l'armée fidèle du marquis de Bouillé, mais à l'étranger. Or, s'il est vrai qu'il y a des émigrés qui soutiennent le roi, s'il est vrai que Madame Élisabeth ou même la reine espèrent un secours de l'étranger, cela n'a jamais été l'intention du roi. Mais la Convention va exploiter à plaisir la déclaration de Pillnitz ainsi que le fameux manifeste de Brunswick. Et après plusieurs tours de scrutin, le roi, comme on pouvait s'y attendre, fut condamné à mort par 387 voix contre 324. Et non pas, comme on l'a prétendu quelquefois, à une seule voix de majorité qui, dans ce cas, aurait été la voix de Philippe Égalité. Mais c'est une légende. Et le roi fut exécuté le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution, qui est l'ancienne place Louis XV et qui s'appelle aujourd'hui la place de la Concorde. Et il meurt en chrétien en pardonnant à ses bourreaux et en offrant sa vie en sacrifice pour son peuple. La nouvelle de la mort du roi provoque l'entrée en guerre de l'Angleterre et de l'Espagne. Ce n'est pas la seule cause de cette entrée en guerre. Mais cette reprise de la guerre va être une aubaine pour les révolutionnaires, elle va justifier les mesures les plus extrêmes. Toutefois, la situation financière de l'État ne s'est pas du tout améliorée avec tous ces événements, elle s'est bien dégradée. Elle va être rétablie par un emprunt, pas n'importe quel emprunt, un emprunt forcé. Et le désordre financier n'améliore pas non plus la situation économique. Le petit peuple de Paris est excédé par les difficultés d'approvisionnement. C'est la disette. Qu'à cela ne tienne, les révolutionnaires accusent les accapareurs. Et ce petit peuple écoute les diatribes des enragés. Ceux-ci réclament la taxation des denrées, la réquisition des grains contre les prétendus accapareurs, et enfin la spoliation des riches. Toute recette qui d'ailleurs ne ferait qu'aggraver la misère, et l'aggrave bel et bien. Tout ça c'est de la propagande, car les révolutionnaires, depuis les biens nationaux, sont devenus tout simplement des plutocrates qui ont mis la France au pillage. Ce sont eux les riches. Et les enragés, en outre, menacent de disperser l'Assemblée. Et les montagnards font mine de s'alarmer de ces menaces. Et ils en profitent pour faire exclure 29 députés girondins, le 2 juin 1793. Et les autres, prudemment, cessent de siéger et vont se cacher un peu partout pour échapper à un sort fatal. Mais ce coup de force provoque un mouvement fédéraliste dans les provinces. D'abord à Caen et à Bordeaux, mais surtout à Toulon où la population s'est retranchée dans la ville. Et elle reçoit par la mer le secours des Anglais.
La Convention fait assiéger la ville, et c'est alors qu'un jeune capitaine du nom de Bonaparte se distingue, fait ses premières armes en tirant des coups de canon, non pas sur des envahisseurs, mais sur le peuple français. Quel joli début. Bonaparte était un protégé de Robespierre, il faut le dire. Et les habitants de Lyon, eux aussi, sont assiégés par les troupes de la Convention, dirigées par Fouché, le futur ministre de la police de Napoléon, et par Collot d'Herbois, qui est député à la Convention. Le cas de Lyon est symptomatique car la fête de la Fédération, qui a eu lieu quelques années plus tôt, a révélé que les quartiers ouvriers, populaires, étaient royalistes et catholiques, tandis que les quartiers des patrons, les quartiers des riches, étaient révolutionnaires. La ville soutint le siège du 9 août au 9 octobre. Mais elle finit par être conquise et Fouché et Collot d'Herbois procédèrent à des exécutions en masse. Ils auraient voulu faire encore plus, mais la Convention les en empêcha, hélas. Tout cela ne compose pas un tableau très riant. Mais la Convention décida de voter à la hâte une constitution extrêmement démocratique. La constitution de l'an 1 de la République. Mais comme le peuple est opposé à la Révolution, comme il est en train de le montrer les armes à la main, la mise en application de cette constitution fut ajournée. Ouf. Il n'y a donc plus de constitution. Il n'y a plus de roi. Il n'y a plus de privilèges qui limitent le pouvoir central. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs d'aucune sorte, puisque les parlements ont été abolis en 1790. Désormais, les juges, en principe, sont élus. Désormais, ils sont nommés et appointés par le gouvernement. Ils sont au service du pouvoir. Et ce pouvoir est tout entier entre les mains de la Convention. Mais une assemblée ne saurait gouverner, ils sont trop nombreux. Donc la Convention va abandonner son pouvoir à 21 comités dont elle se contente de voter les décrets plus ou moins aveuglément. Et prudemment. Ces deux comités sont le comité de sûreté générale et de surveillance, et le comité de salut public, où siègent Danton, Robespierre, Collot d'Herbois, Saint-Just et bien d'autres bienfaiteurs de l'humanité. Et le 17 septembre 1793 est votée la loi des suspects. Cette loi permet d'arrêter tous ceux qui sont suspects de ne pas être patriotes. Les patriotes ne sont pas ceux qui aiment plus leur pays, ce sont les partisans de la Révolution, et qui seraient susceptibles d'être aristocrates. Ce qui ne veut pas du tout dire noble, ça veut dire opposé à la Révolution. Il y eut ainsi 300 000 arrestations et également 30 000 à 40 000 exécutions, dans tous les milieux de la société. Dès 14 ans, on peut y passer. Il y eut beaucoup de domestiques, et puis aussi des personnes extrêmement dangereuses, comme les célèbres carmélites de Compiègne. Tous ces suspects comparaissent devant le tribunal révolutionnaire. À Paris, c'est Fouquier-Tinville qui le préside. Les arrêts de ce tribunal sont sans appel et immédiatement exécutoires. On quitte le prétoire pour l'échafaud. Mais Paris n'est pas la France, et donc des représentants en mission sillonnent la province, ils sont relayés par des agents nationaux. Et quand les représentants en mission se présentent quelque part, ils sont accompagnés d'une guillotine ambulante. On en voit un bel exemple dans 93 de Victor Hugo. Et pour bien montrer qu'on est entré pour toujours dans une ère de liberté et de bonheur, on change de calendrier, et le 22 septembre 1792 devient le premier jour de l'an 1 de la République. C'est aussi l'époque où quelques communes instituèrent un culte de la raison dans les églises. C'est le moment ou jamais, puisque cette raison, on vient justement de la perdre. Mais dans la cathédrale Notre-Dame, c'est une danseuse de l'opéra qui monte sur l'autel pour incarner la liberté, dans une tenue fort libre également. Les prêtres constitutionnels sont invités à abandonner leurs fonctions et à se marier, tandis que les prêtres fidèles se cachent pour sauver leur vie et l'âme de leurs ouailles. Tout cela ne suffit pas encore à Robespierre, qui au printemps 1794 fait éliminer les enragés conduits par Hébert. Puis c'est le tour des indulgents dont fait partie Danton, qui finissait par être horrifié par ce qu'il voyait et qui même, pendant un moment, avait émigré en Angleterre avant de revenir. Et Robespierre institua aussi le culte de l'être suprême, dont la première fête eut lieu à Paris le 8 juin 1793. Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas, ce pas est franchi. Mais tout cela n'est pas seulement ridicule, car du 10 juin au 26 juillet 1794, il y eut encore 1376 exécutions rien qu'à Paris. Cette fois, on en est sûr, c'est bien la République.